Bonjour à tous les esprits curieux. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'univers impitoyable de Shingeki no Kyojin. Une œuvre où chaque pierre, chaque mur, chaque regard cache une histoire de survie et de désespoir. Beaucoup pensent qu'Eren Jaeger voulait sauver le monde, protéger l'île du paradis, ou même briser le cycle de la haine. Mais la vérité, bien plus complexe, se niche dans les replis de son humanité. Son objectif n'a jamais été aussi grandiose qu'on pourrait le croire à première vue. Dès le début, Eren n'a pas cherché à devenir un héros universel, ni à instaurer une paix durable pour l'humanité entière. Ce qu'il désirait, avant tout, c'était offrir à ses amis quelques années de vie en plus. Un répit, aussi court soit-il, loin de la peur et de la mort. Cette motivation, à la fois simple et bouleversante, s'enracine dans la brutalité de son quotidien. Voir ses proches mourir, sentir l'impuissance face à la fatalité, et rêver, ne serait-ce qu'un instant, d'un monde où l'on peut rire sans craindre le lendemain. Eren savait pertinemment que la guerre finirait par reprendre, que la haine ne disparaîtrait pas d'un simple geste. Il n'était pas dupe. L'histoire de l'humanité, dans l'univers de SNK, est une succession de cycles de violence, de trahison et de souffrance. Mais pour lui, l'essentiel était ailleurs, que Mikasa, Armin et les autres puissent respirer, rire et exister un peu plus longtemps, même si le monde devait redevenir un enfer après leur disparition. On le voit à travers ses interactions, ses regards silencieux, ses moments de doute. Il porte le poids du monde, mais ne cherche qu'à alléger celui de ses amis. Cette motivation, profondément égoïste et désespérée, éclaire tous ses choix radicaux. Eren n'a pas agi pour l'humanité, ni pour une cause supérieure, mais pour un cercle restreint, pour ceux qu'il aime. C'est ce qui le distingue des autres protagonistes de récits épiques. Il n'est pas guidé par une idéologie, mais par un attachement viscéral à un petit groupe. Il a accepté de devenir le monstre, le méchant, aux yeux du monde, pour que ses amis aient la chance de vivre, même si ce n'était qu'un sursis. Cette acceptation du rôle de l'antagoniste est un choix rare et courageux dans la fiction. Il ne cherche pas la rédemption. Il ne fuit pas la haine des autres. Il l'embrasse, car il sait que c'est le prix à payer pour offrir un peu de lumière à ceux qu'il chérit. Psychologiquement, Eren est un personnage d'une complexité rare, tiraillé entre son amour inconditionnel pour ses proches et la violence du monde qui l'entoure. Son rapport à l'amitié est absolu, presque obsessionnel. Il est prêt à tout sacrifier, y compris son humanité, pour préserver ce lien. On le voit dans ses choix les plus sombres, lorsqu'il repousse Armin ou Mikasa pour les protéger, ou lorsqu'il cache ses véritables intentions pour ne pas les impliquer dans ses crimes. Cette dualité, entre tendresse et cruauté, fait de lui un personnage profondément humain, loin des archétypes manichéens. Ce choix, loin d'être héroïque, est profondément tragique. Il sait qu'il sera haï, incompris, mais il l'accepte, car la survie de ses amis compte plus que sa propre rédemption. C'est un sacrifice silencieux, invisible, qui ne sera jamais reconnu ni célébré. On peut penser à la scène où Eren, isolé, contemple la mer avec Armin et Mikasa. Il sait déjà que leur bonheur est éphémère, mais il s'accroche à cet instant volé à la fatalité. La morale de ses actes est ambiguë. Eren n'est ni un sauveur, ni un simple bourreau. Il incarne la complexité humaine, capable du pire par amour, prêt à endosser le mal pour offrir un peu de lumière à ceux qu'il chérit. Cette ambiguïté se retrouve dans la réaction des autres personnages. Certains le voient comme un monstre, d'autres comme un martyr, mais tous reconnaissent la profondeur de son engagement. En fin de compte, Eren n'a jamais voulu sauver le monde. Il a voulu sauver son monde à lui, celui où ses amis pouvaient exister, même si ce n'était qu'un instant volé à la fatalité. Cette nuance est essentielle pour comprendre la portée de ses choix. Il ne cherche pas à changer l'histoire, mais à offrir une parenthèse de bonheur à ceux qu'il aime. Cette vision éclaire ses choix les plus radicaux et explique pourquoi il a accepté de devenir le méchant de l'histoire, pour offrir à ceux qu'il aime un dernier souffle de liberté. C'est un acte d'amour désespéré, qui interroge la frontière entre le bien et le mal, et qui donne à l'œuvre toute sa profondeur morale. Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous sur une question qui intrigue et divise de nombreux fans. Pourquoi Eren a-t-il sauvé Bertholdt lors de l'attaque de Shiganshina? Et pourquoi a-t-il délibérément redirigé Dina Fritz, le titan souriant, vers sa propre mère? Beaucoup n'ont pas compris la logique derrière ces choix, qui semblent à première vue cruels, voire absurdes. Pourtant, ils sont au cœur de la construction narrative et psychologique d'Eren, et révèlent la portée de son pouvoir et de sa vision. Pour comprendre, il faut revenir à la révélation du pouvoir de l'assaillant,
et à la capacité d'Eren d'influencer le passé grâce à la connexion entre les porteurs du titan originel et ceux de la lignée royale. Lorsqu'Eren touche Historia, ou, plus tard, Zek, il accède à une dimension où le temps n'est plus linéaire. Il peut alors envoyer des souvenirs, des impulsions, voire des ordres à ses prédécesseurs, modifiant ainsi le cours des événements. C'est ce qui se produit lors de la scène où Grisha, son père, hésite à tuer la famille Rice. Eren du futur le pousse à commettre l'irréparable pour que la suite de l'histoire soit possible. Dans le cas de Bertolt et de Dina, Eren comprend, grâce à sa vision du futur, que la survie de Bertolt est indispensable à la suite des événements. Si Bertolt meurt trop tôt, Armin ne pourra jamais hériter du titan colossal, et l'équilibre des forces sera rompu. De même, la mort de sa mère, bien que tragique, est un point d'ancrage fondamental dans la construction de sa propre haine et de sa détermination. En redirigeant Dina vers sa mère, Eren s'assure que le traumatisme fondateur de son enfance reste intact, car il sait que c'est ce choc qui le poussera à avancer, à se battre et à devenir celui qu'il doit être pour accomplir son plan. Ce choix est d'une cruauté extrême, mais il s'inscrit dans une logique de sacrifice et de fatalité. Eren, en tant que détenteur du pouvoir de l'assaillant, devient à la fois l'acteur et le spectateur de sa propre tragédie. Il accepte de porter la responsabilité de ses actes monstrueux, car il sait que sans eux, le cycle de la haine ne pourra jamais être brisé, et que ses amis n'auront aucune chance de survivre. Il sacrifie donc sa propre innocence, et celle de sa mère, pour préserver la cohérence de la timeline et garantir l'issue qu'il juge la moins pire. Les conséquences de ces choix sont immenses. D'un point de vue narratif, ils permettent à l'histoire de se dérouler telle qu'on la connaît. Armin hérite du colossal. Eren forge sa détermination, et le groupe peut avancer vers la vérité du monde. D'un point de vue moral, il plonge Eren dans une solitude absolue, car il sait qu'il est responsable de la souffrance de ses proches, et qu'il ne pourra jamais se pardonner. C'est ce qui fait de lui un personnage aussi tragique que fascinant. Il agit en connaissance de cause, accepte d'être haï, et va jusqu'au bout de sa logique, même si cela signifie sacrifier ce qu'il a de plus cher. En résumé, Eren sauve Bertolt et redirige Dina non par cruauté gratuite, mais parce qu'il a compris, grâce à son pouvoir, que ses actes sont nécessaires à la réalisation de son plan. Il choisit la douleur, la culpabilité et la solitude, pour offrir à ses amis une chance de vivre, même au prix de son propre bonheur. Cette dimension du personnage éclaire toute la tragédie de Shingeki no Kyojin. Parfois, pour briser le cycle, il faut accepter de devenir le monstre et porter seul le poids de l'histoire. Si vous appréciez cette analyse, pensez à liker la vidéo et à partager vos impressions en commentaire. Que pensez-vous des choix d'Eren ? Avez-vous ressenti de l'empathie, de la colère ou de l'incompréhension face à ses actes ? Et si vous n'avez rien à ajouter mais souhaitez soutenir la chaîne, écrivez simplement « Savoir » en commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément. Préparez-vous, car on entre maintenant dans le vif du sujet. Eren Jaeger, au début de Shingeki no Kyojin, incarne l'archétype du jeune héros consumé par une rage viscérale. Sa colère n'est pas seulement une réaction à la perte de sa mère, dévorée sous ses yeux par un titan, mais aussi l'expression d'une frustration profonde face à l'impuissance et à l'injustice qui règnent dans son monde. Cette rage aveugle devient le moteur de toutes ses actions, le poussant à défier l'impossible, à s'opposer à l'ordre établi et à rêver d'un avenir où les titans n'existeraient plus. Obsédé par la vengeance, Eren ne vit que pour anéantir les titans. Sa vision du monde est alors binaire. Les titans sont le mal absolu, responsable de la souffrance de l'humanité, et leur destruction est la seule voie vers la justice. Cette obsession le pousse à s'engager dans l'armée, à risquer sa vie sans hésitation, et à entraîner ses amis dans sa croisade. Il incarne l'espoir d'un peuple enfermé derrière des murs, mais aussi la violence d'une génération prête à tout pour survivre. À ce stade, Eren ne doute jamais de la justesse de sa cause. Il voit le monde en noir et blanc, persuadé que l'éradication des titans est la seule solution. Cette certitude inébranlable le rend à la fois inspirant et dangereux, car il est prêt à tout sacrifier, y compris sa propre humanité, pour atteindre son but. Son entourage, notamment Mikasa et Armin, tentent de le tempérer, mais la douleur de sa perte et la brutalité de son univers l'empêchent de voir au-delà de sa haine. Mais un événement bouleverse radicalement sa trajectoire, la découverte de son pouvoir de titan.
Lorsqu'il se transforme pour la première fois, Eren est confronté à une réalité qui dépasse tout ce qu'il imaginait. Il n'est plus seulement une victime, mais aussi une arme vivante, capable de semer la destruction qu'il déteste tant. Cette révélation provoque une crise identitaire profonde, remettant en question sa place dans le monde et la nature même de son combat. Eren se retrouve alors déchiré entre deux pôles. Il est à la fois l'arme ultime de l'humanité et une menace potentielle pour ses proches. Sa vision manichéenne du monde s'effondre. Il comprend qu'il peut être à la fois bourreau et victime, que le bien et le mal ne sont pas aussi distincts qu'il le croyait. Cette dualité le plonge dans une profonde introspection, où il doit affronter ses propres démons et accepter la complexité de sa condition. En découvrant la vérité sur les Eldiens, Eren réalise que son peuple est persécuté, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Les murs, qu'il croyait protecteurs, se révèlent être une prison destinée à isoler et à contrôler les Eldiens, considérés comme des parias par le reste du monde. Cette prise de conscience élargit son horizon. Il n'est plus seulement question de titans, mais d'un système d'oppression globale, où la peur et la haine se transmettent de génération en génération. Grâce aux souvenirs de son père, Eren accède à une mémoire collective, découvrant l'histoire tragique de son peuple et la responsabilité qu'il porte désormais. Il comprend que la haine n'est pas une fatalité, mais un cycle entretenu par la peur et la vengeance. Cette révélation le confronte à un dilemme moral: perpétuer la violence ou tenter de la briser, au risque de tout perdre. Peu à peu, la rage d'Eren se mue en une froideur calculatrice. Il cesse d'agir sous l'impulsion de l'émotion et commence à élaborer des stratégies complexes, pesant chaque décision avec une lucidité glaçante. Son objectif n'est plus seulement la vengeance, mais la survie de son peuple, quitte à commettre l'irréparable. Ce basculement marque le début de sa transformation en anti-héros, prêt à sacrifier son humanité pour offrir un avenir à ceux qu'il aime. Cette évolution l'isole progressivement de ses amis et alliés. Eren prend conscience que ses choix le placent en opposition directe avec ceux qu'il a juré de protéger. Il accepte de devenir le monstre aux yeux du monde, endossant le rôle d'antagoniste pour briser le cycle de la haine, même si cela signifie être rejeté par ceux qui lui sont chers. Sa décision la plus radicale, déclencher le grand terrassement, marque un point de non-retour. En libérant des millions de titans colossaux pour écraser le monde extérieur, Eren plonge la planète dans la terreur et le chaos. Ce choix n'est plus motivé par la vengeance, mais par la conviction que seul un choc d'une telle ampleur peut briser le cycle de la haine et offrir une chance de paix durable, même au prix d'innombrables vies innocentes. Eren accepte d'être le monstre à abattre, le catalyseur d'une union mondiale contre lui. Il se sacrifie symboliquement, endossant la haine de l'humanité, pour offrir à ses amis et à son peuple une chance de rédemption. Ce choix fait de lui une figure tragique, à la fois bourreau et sauveur, condamné à être incompris et haï pour l'éternité. La transformation d'Eren, de héros à antagoniste, bouleverse la dynamique du récit. Il choisit de porter seul le fardeau du mal, afin d'offrir à ses amis la possibilité d'un avenir meilleur, même si cela signifie leur tourner le dos et devenir leur ennemi. Ce sacrifice ultime souligne la complexité de son personnage et la profondeur de son engagement. En fin de compte, Eren sacrifie tout, sa liberté, ses rêves, son avenir. Il brise ses propres chaînes pour ouvrir celles des autres, acceptant de porter seul le poids de la haine et de la culpabilité. Son choix, aussi tragique que nécessaire, offre une réflexion puissante sur la nature du sacrifice, de la liberté et de la responsabilité individuelle face à l'histoire. L'évolution d'Eren Jaeger, de la rage aveugle à la tragédie calculée, marque l'une des trajectoires les plus marquantes de la fiction moderne. Son histoire, sombre et inoubliable, interroge la frontière entre le bien et le mal et laisse une empreinte indélébile sur l'histoire de l'humanité et le destin de ses proches. La conclusion de Shingeki no Kyojin s'ouvre sur un événement d'une ampleur inédite. Eren, désormais porteur du pouvoir du titan originel, déclenche le grand terrassement. Ce cataclysme, longtemps redouté, se matérialise par la libération des titans colossaux enfermés dans les murs, qui avancent comme une armée implacable, écrasant tout sur leur passage. L'ordre mondial, déjà fragile, vole en éclats, et l'humanité entière sombre dans la panique et la terreur, incapable de comprendre ou de stopper la menace qui s'abat sur elle. Les titans des murs, gigantesques et inarrêtables, avancent inexorablement, réduisant des cités entières en poussière. Les armées du monde, pourtant puissantes, se révèlent impuissantes face à cette force surnaturelle.
Les scènes de destruction sont totales, des familles séparées, des villes rayées de la carte, et une humanité est confrontée à sa propre insignifiance. Ce n'est plus seulement une guerre, mais un anéantissement programmé, une apocalypse moderne orchestrée par un seul homme. Mais une question centrale hante les fans. Pourquoi Eren a-t-il choisi de décimer 80% de l'humanité, et non la totalité? Ce choix, loin d'être anodin, est au cœur de la complexité morale, stratégique, psychologique et scénaristique de la fin de l'œuvre. D'un point de vue stratégique, Eren vise à garantir la survie de l'île de Paradis en éliminant la majorité des menaces extérieures. Mais il ne va pas jusqu'à l'extermination totale. Pourquoi? D'abord, parce qu'en laissant subsister une minorité, il permet à Paradis de négocier une paix, même fragile, avec les survivants. Un génocide absolu aurait condamné Paradis à l'isolement éternel, sans possibilité de dialogue ou de reconstruction. En épargnant 20% de l'humanité, Eren laisse une chance à l'avenir, aussi ténue soit-elle. Sur le plan moral, ce choix s'inscrit dans la logique du moindre mal. Eren, bien qu'endurci, n'est pas totalement dénué d'empathie. Il sait que l'extermination totale ferait de lui le pire des monstres, sans retour possible. En s'arrêtant avant l'irréparable, il garde une part d'humanité, aussi infime soit-elle. Certains fans y voient un ultime sursaut de conscience, un refus de franchir la dernière limite, même au nom de la survie de son peuple. Psychologiquement, Eren est prisonnier d'un destin qu'il croit inéluctable, mais il reste profondément marqué par ses souvenirs, ses amis et son passé. Il ne veut pas que ses proches deviennent à leur tour des bourreaux ou des victimes d'un cycle sans fin. En orchestrant sa propre chute, il offre à Armin, Mikasa et les autres la possibilité de devenir les sauveurs de l'humanité, et non ses fossoyeurs. Scénaristiquement, ce choix permet à Isayama d'éviter le manichéisme. Une extermination totale aurait été trop simple, trop radicale, et aurait privé l'histoire de toute ambiguïté morale. En laissant des survivants, l'auteur pose la question de la reconstruction, du pardon et de la mémoire collective. La paix n'est jamais acquise, et la haine peut renaître à tout moment, mais l'espoir subsiste. Les indices du manga et de l'anime confirment cette lecture. Eren explique à Armin qu'il a vu l'avenir, et qu'il savait que ses amis seraient ceux qui l'arrêteraient. Il orchestre donc le massacre pour donner à Paradis une chance de survie, mais aussi pour offrir à ses proches un rôle de héros, capable de briser le cycle de la haine. Il accepte d'être haï, incompris et effacé de la mémoire collective, pour que d'autres puissent vivre libres. Les fans débattent encore de la sincérité d'Eren. Certains pensent qu'il aurait pu aller plus loin, d'autres qu'il a volontairement laissé une chance à l'humanité. Pour beaucoup, ce choix reflète la dualité du personnage, à la fois bourreau et sauveur, victime et monstre. Il incarne la difficulté de juger dans un monde où chaque décision entraîne des conséquences tragiques. En somme, Eren n'a pas anéanti 100% de l'humanité, car il voulait laisser une possibilité, aussi infime soit-elle, de réconciliation et de reconstruction. Il a choisi la voie la plus douloureuse, celle du sacrifice absolu, pour offrir à ses amis et à son peuple une chance de briser le cycle de la haine, sans pour autant sombrer dans l'absolu du mal. Eren, prisonnier de son destin, de ses souvenirs et de ses propres convictions, n'a fait que suivre la seule voie qu'il croyait possible. Enfermé dans un cercle tragique, il incarne la fatalité d'un monde où les choix individuels semblent écrasés par le poids de l'histoire et des traumatismes collectifs. Hajime Isayama, l'auteur, refuse toute facilité narrative. Il offre une conclusion grise, complexe et profondément tragique, loin des contes de faits habituels. Son récit interroge la nature du bien et du mal, la légitimité de la violence et la possibilité même d'une rédemption après tant de souffrances. Dans cet univers, la violence reste la seule langue comprise, et la paix, même obtenue, demeure un répit fragile, sans cesse menacé par la haine, la peur et les cicatrices du passé. La reconstruction s'annonce longue et incertaine, et la question de la mémoire collective, du pardon et de la vengeance reste ouverte. Cette fin, marquée par sa logique implacable, laisse le spectateur face à la dure réalité des choix impossibles. Elle invite à la réflexion sur la nature humaine, la responsabilité individuelle et collective, et la difficulté de briser les cycles de violence qui traversent l'histoire. Parmi les sujets les plus controversés de la fin de Shingeki no Kyojin, l'amour d'Ymir pour le roi Fritz occupe une place centrale et suscite de vifs débats, tant chez les fans que chez les analystes de l'œuvre. Cette relation, à la fois dérangeante et énigmatique,
a généré une multitude de discussions passionnées sur les réseaux sociaux, les forums spécialisés et même dans les cercles universitaires étudiant la psychologie des personnages de fiction. Beaucoup de fans, profondément attachés à la complexité de l'univers d'Isayama, peinent à comprendre comment Ymir, esclave, victime d'atrocités et de privations, a pu développer un attachement aussi profond, voire un amour envers son bourreau, le roi Fritz. Cette incompréhension a donné naissance à des théories, des critiques, mais aussi à des tentatives d'explication psychologique et symbolique. Pour comprendre ce phénomène, il est essentiel de se pencher sur le concept du syndrome de Stockholm, un mécanisme psychologique complexe où une victime, confrontée à une situation d'oppression ou de captivité prolongée, développe de l'empathie, voire de l'attachement, pour son agresseur. Ce syndrome, loin d'être une simple curiosité, a été documenté dans de nombreux cas réels, notamment chez des otages, des prisonniers de guerre ou des personnes victimes de violences conjugales. Il s'agit d'un processus de survie psychique où la victime, privée de tout échappatoire, finit par s'identifier à son bourreau, espérant ainsi atténuer sa souffrance ou obtenir une forme de reconnaissance, aussi minime soit-elle. Prenons l'exemple, tristement courant, de certaines femmes battues qui restent auprès de leur mari, non par faiblesse ou manque de volonté, mais parce qu'elles sont sous l'emprise d'un mécanisme psychologique puissant. L'agresseur, en alternant violence et gestes d'affection, crée une confusion émotionnelle qui piège la victime dans une spirale de dépendance. Cette dynamique, bien connue des psychologues, explique pourquoi la victime peut finir par ressentir de l'amour, ou du moins un attachement profond, envers celui qui l'a fait souffrir. Ce n'est pas un choix conscient, mais une stratégie de survie, où l'espoir d'être reconnu ou aimé devient le seul fil auquel se raccrocher. Dans le cas d'Ymir, son attachement au roi Fritz ne relève donc pas d'un amour romantique ou idéalisé, mais d'une relation de dépendance extrême, forgée par des années de soumission, de privation d'identité et d'isolement. Ymir, arraché à son enfance, privé de liberté, n'a jamais connu d'autre référent affectif que son bourreau. Son univers émotionnel est entièrement façonné par la domination de Fritz, qui devient à la fois son geôlier, son maître et paradoxalement, la seule figure à laquelle elle peut s'attacher. Cette absence totale d'alternative, ce vide affectif, explique la profondeur de son attachement qui n'est pas le fruit d'un choix, mais d'une nécessité psychique. Psychologiquement, Ymir incarne la figure archétypale de la victime qui, pour survivre, s'attache à son oppresseur. Son amour, ou plutôt son attachement, est une forme de survie émotionnelle, une tentative désespérée de donner un sens à sa souffrance et d'obtenir, même illusoirement, une forme de reconnaissance ou d'affection. Ce mécanisme est d'autant plus puissant que la victime, isolée, n'a aucun point de comparaison, aucune possibilité de s'identifier à autre chose qu'à son bourreau. Dans l'univers de SNK, Ymir est littéralement seul, coupé du monde, et son unique horizon affectif est Fritz, qui incarne à la fois la source de sa douleur et l'objet de son désir de reconnaissance. Historiquement, ce schéma d'attachement à l'oppresseur s'observe dans de nombreux contextes d'oppression. Esclaves, prisonniers, victimes de sectes, enfants maltraités. L'absence d'alternative, la peur constante, l'isolement et la manipulation psychologique conduisent la victime à intérioriser la domination, jusqu'à confondre amour et dépendance. Dans ces situations, la victime peut même en venir à défendre son bourreau, à justifier ses actes ou à ressentir de la culpabilité à l'idée de s'en libérer. Ce phénomène, bien documenté, montre à quel point l'emprise psychologique peut être profonde et durable. Symboliquement, l'attachement d'Ymir à Fritz représente la difficulté, presque insurmontable, de briser les chaînes de l'oppression. Même après la mort, Ymir reste prisonnière de ce lien, incapable de s'affranchir de l'image du roi, jusqu'à ce qu'elle soit confrontée à un acte d'amour véritable, libéré de toute domination, celui de Mikasa. Ce n'est qu'en voyant Mikasa accomplir un geste d'une pureté et d'un désintéressement absolu qu'Ymir parvient enfin à se libérer de l'emprise de Fritz, après près de 2000 ans de servitude psychique. Mais alors, une question fondamentale se pose. Pourquoi Ymir a-t-elle attendu précisément Mikasa pendant près de 2000 ans, alors que d'autres femmes, à travers l'histoire, ont aimé, souffert et parfois même sacrifié leur vie? Cette interrogation, au cœur des débats, fascine et divise la communauté, car elle touche à la singularité du personnage de Mikasa et à la nature de son amour. Pour y répondre, il faut analyser en profondeur le parcours d'Ymir, mais aussi celui des innombrables femmes qui l'ont précédé dans l'histoire d'Eldia.
Durant 2 millénaires, Ymir a observé l'humanité depuis le chemin, assistant à d'innombrables histoires d'amour, de loyauté, de sacrifice, mais aussi de trahison et de soumission. Elle a vu défiler des générations de femmes, chacune confrontée à ses propres dilemmes, à ses propres chaînes. Pourtant, aucune de ces femmes n'a su briser le cycle de la domination et de la dépendance, comme Mikasa l'a fait. Pourquoi ? Parce que la plupart de ces amours étaient, d'une manière ou d'une autre, conditionnés par la peur, la soumission ou l'espoir d'une reconnaissance de l'oppresseur. Elles aimaient, mais restèrent prisonnières d'un schéma où l'amour se confondait avec la servitude, le sacrifice de soi ou la volonté de plaire à l'autre pour exister à ses yeux. Ce schéma, profondément ancré dans l'histoire humaine, est difficile à briser car il repose sur des mécanismes psychologiques et sociaux puissants. Mikasa, elle, incarne une rupture radicale avec ce schéma. Son amour pour Eren n'est pas une soumission aveugle, ni un attachement né de la peur ou du besoin de reconnaissance. Au contraire, Mikasa fait le choix le plus douloureux et le plus courageux. Elle tue l'être qu'elle aime le plus, non par haine, vengeance ou désir de reconnaissance, mais par amour véritable. Un amour qui accepte la perte, qui refuse la domination et qui libère l'autre de la souffrance. Ce geste, d'une rare intensité émotionnelle, marque une rupture totale avec les modèles d'amour conditionnés par la peur ou la dépendance. Ce geste est unique car il n'est pas motivé par l'espoir d'une récompense, d'une reconnaissance ou d'un retour d'affection. Mikasa ne cherche ni à plaire, ni à se sacrifier pour être aimée en retour. Elle agit par pure abnégation, acceptant la solitude, la douleur et la perte, pour mettre fin au cycle de la haine et de la souffrance. C'est un amour qui ne cherche pas à posséder, mais à libérer, qui accepte la séparation comme une preuve ultime de sa sincérité. Cette dimension, rarement explorée dans la fiction, confère à Mikasa une profondeur et une singularité exceptionnelles. C'est précisément cette singularité qui touche Ymir au plus profond d'elle-même. Pendant 2000 ans, elle a attendu de voir un amour capable de transcender la domination, la peur et la dépendance. Mikasa, par son choix, montre qu'il est possible d'aimer sans se soumettre, d'aimer sans se perdre, et surtout, d'aimer assez pour laisser partir l'autre. Là où toutes les autres femmes, à travers l'histoire, restaient prisonnières du schéma de l'emprise, Mikasa brise la chaîne par un acte d'amour pur, désintéressé et libérateur. Ce geste, d'une portée symbolique immense, permet à Ymir de comprendre qu'elle peut, elle aussi, se libérer de l'emprise de Fritz et trouver enfin la paix. En ce sens, Mikasa n'est pas seulement une héroïne au sens classique du terme. Elle est l'exception qui confirme la règle tragique de l'histoire d'Ymir. Son amour n'est ni glorifié, ni idéalisé, mais présenté comme la seule voie possible vers la libération. C'est pourquoi Ymir, après 2000 ans d'attente, trouve enfin la paix en voyant Mikasa accomplir ce que personne n'avait pu faire avant elle. Ce dénouement, loin d'être arbitraire, s'inscrit dans une logique psychologique et symbolique profonde, qui invite le spectateur à réfléchir sur la nature de l'amour, de la dépendance et de la liberté. Ainsi, la libération d'Ymir n'est pas le fruit du hasard, ni d'un simple choix narratif. Elle est le résultat d'une quête universelle, celle de l'amour véritable, capable de briser les cycles de violence, d'emprise et de souffrance. Mikasa, par sa singularité, incarne cette possibilité, et c'est pour cela qu'Ymir l'a attendue, elle et personne d'autre. Ce message, d'une portée universelle, résonne bien au-delà de l'univers de SNK, invitant chacun à s'interroger sur ses propres chaînes, ses propres dépendances, et la possibilité de s'en libérer par un acte d'amour authentique. En fin de compte, le parcours d'Ymir illustre la force et la subtilité de l'écriture d'Isayama. Loin de se contenter d'une simple histoire de vengeance ou de rédemption, il invite le lecteur à dépasser la première impression de soumission, pour saisir la profondeur du dilemme d'Ymir et la portée universelle de sa tragédie. Cette complexité, qui mêle psychologie, symbolisme et réflexion sociale, fait de SNK une œuvre majeure, capable de susciter des débats passionnés et des analyses approfondies, bien au-delà de la simple fiction. Ainsi, loin d'être une incohérence ou une faiblesse du récit, l'amour d'Ymir pour Fritz et son attente de Mikasa s'inscrivent dans la logique tragique et psychologique de l'histoire. Ils invitent chacun à réfléchir sur la force de l'emprise, la difficulté de s'en libérer, et la nécessité de l'amour véritable pour briser le cycle de la souffrance. Cette réflexion, au cœur de l'œuvre, donne à la fin de SNK une dimension universelle et intemporelle, qui continue de résonner chez tous ceux qui s'y plongent.
Avant de juger la fin de Shingeki no Kyojin, il est essentiel de distinguer deux notions fondamentales, l'incohérence narrative et la déception émotionnelle. Beaucoup de fans confondent ces deux ressentis, alors qu'ils relèvent de dynamiques très différentes. La fin de SNK, bien qu'elle ait pu frustrer ou décevoir, reste profondément cohérente avec les thèmes développés tout au long de l'œuvre. Eren n'a jamais été un héros parfait. Il est humain, tiraillé par ses contradictions et brisé par le poids de ses choix impossibles. Cette humanité, parfois dérangeante, est au cœur du récit. La vulnérabilité finale d'Eren n'est pas une trahison de son personnage, mais l'aboutissement logique de son arc. Tout au long de la série, il a oscillé entre rage, espoir et désespoir. Son effondrement, loin d'être une contradiction, révèle enfin son vrai visage. Celui d'un jeune homme dépassé par l'ampleur de sa mission, incapable de porter seul le fardeau du monde. L'histoire d'Ymir, aussi dérangeante et inconfortable soit-elle, s'inscrit dans la logique d'un univers où l'esclavage mental et la soumission sont omniprésents. Son destin tragique n'est pas là pour choquer gratuitement, mais pour illustrer la profondeur de la manipulation et de la souffrance dans ce monde. Ymir n'est pas une exception, mais le reflet extrême d'un système brisé. L'épilogue, souvent critiqué, n'efface en rien le sacrifice d'Eren. Il a offert à ses amis et à l'humanité une chance de vivre sans la menace des titans. Même si la paix obtenue n'est pas éternelle, elle représente un espoir, un répit précieux dans un monde marqué par la violence. Le prix payé reste immense, et la mémoire de ce sacrifice demeure. Le cycle de la haine, au cœur de SNK, n'est pas une malédiction magique qui disparaît d'un coup de baguette. Il est profondément humain, enraciné dans la peur, la vengeance et l'incompréhension. La série ne promet jamais une solution miracle, mais invite à réfléchir sur la difficulté de briser ses chaînes. La fin de SNK est amère, empreinte de mélancolie, mais elle reste fidèle à l'univers construit par Isayama. Elle refuse le confort d'un happy end facile, préférant la complexité et la nuance. Cette amertume, loin d'être une faiblesse, est la marque d'une œuvre mature. On peut tout à fait détester cette conclusion, ressentir de la colère ou de la tristesse. Mais il est difficile, en analysant l'ensemble de l'œuvre, de qualifier cette fin d'incohérente. Elle s'inscrit dans la logique interne de SNK, et c'est précisément ce qui la rend si controversée et inoubliable. Shingeki no Kyojin, ou SNK, s'impose avant tout comme une œuvre profondément marquée par la réflexion sur la liberté, un thème qui traverse chaque arc, chaque personnage, et qui trouve son apogée dans la conclusion de l'histoire. Dès les premiers épisodes, la série nous confronte à des personnages enfermés, non seulement physiquement derrière des murs, mais aussi mentalement, prisonniers de leur peur, de leur histoire et de leurs conditions humaines. Eren, figure centrale de cette quête, incarne l'obsession de briser ses chaînes. Mais plus il avance, plus il se retrouve piégé par ses propres choix et par le poids d'un destin qu'il ne peut plus fuir. Ironiquement, celui qui voulait tout détruire pour être libre devient l'esclave de sa propre volonté, incapable de s'extraire du cycle de violence qu'il a lui-même alimenté. La série nous rappelle alors que la véritable liberté ne réside pas dans l'absence de contraintes, mais dans la capacité à choisir, même lorsque toutes les options semblent mauvaises. Les personnages sont constamment confrontés à des dilemmes moraux, à des choix impossibles, et c'est dans ces moments de tension extrême que leur humanité se révèle. Le cycle de la haine, véritable moteur de l'histoire, est alimenté par l'incompréhension, la peur de l'autre et la vengeance. SNK montre que la force brute ne fait qu'alimenter ce cercle vicieux. Ce n'est que par la compréhension, l'empathie et le dialogue que l'on peut espérer briser ces chaînes invisibles qui lient les peuples à la guerre. L'alliance improbable entre anciens ennemis pour stopper Eren symbolise cette possibilité fragile de paix. C'est un acte de courage, mais aussi de lucidité. Ils comprennent que la survie de l'humanité dépend de leur capacité à dépasser les rancœurs du passé. Cette alliance n'efface pas les blessures, mais elle ouvre la voie à une réconciliation, aussi précaire soit-elle. En détruisant le pouvoir des titans, Eren met fin à un héritage de souffrance transmis de génération en génération. Il offre aux enfants du futur la possibilité de vivre sans la peur constante de l'oppression, sans le poids d'une histoire sanglante qui les condamne à répéter les erreurs de leurs ancêtres. Désormais, chaque individu peut écrire sa propre histoire, sans être défini par la haine ou la peur. La fin de SNK ouvre un champ des possibles, où l'avenir n'est plus dicté par la fatalité, mais par la capacité de chacun à choisir son propre chemin. Mais la question du monstre reste centrale. Qui est le véritable monstre? Est-ce celui qui commet l'horreur ou celui qui la justifie?
SNK brouille sans cesse la frontière entre victime et bourreau, entre héros et antagoniste, forçant le spectateur à remettre en question ses propres certitudes. Eren, à la fois sauveur et bourreau, incarne cette ambiguïté fondamentale. Il est le reflet de nos propres contradictions, capable du pire comme du meilleur, et c'est cette complexité qui le rend si humain, si tragique. SNK ne propose jamais de réponse simple. Au contraire, l'œuvre nous confronte à la complexité de la nature humaine, à la difficulté de juger, à la nécessité de comprendre avant de condamner. Elle nous pousse à regarder en face nos propres zones d'ombre. La fin, loin d'être manichéenne, refuse de trancher entre le bien et le mal. Elle nous laisse avec des doutes, des questions sans réponse, et la sensation que la vérité est toujours plus nuancée qu'il n'y paraît. C'est précisément cette complexité, cette absence de certitude, qui fait la puissance de la conclusion de SNK. Elle ne cherche pas à rassurer, mais à éveiller les consciences, à provoquer la réflexion. Et c'est aussi ce qui rend cette fin inoubliable. Elle marque les esprits, non par la facilité, mais par la profondeur de ses questionnements et l'émotion qu'elle suscite. Certains affirment qu'Isayama est pessimiste sur l'humanité et la paix. Mais en réalité, il adopte une posture lucide, presque clinique. Il montre que la paix est un idéal difficile à atteindre, fragile, toujours menacé par les passions humaines, mais jamais totalement hors de portée. SNK nous invite à regarder le monde sans illusion, à accepter la complexité de la condition humaine, tout en gardant l'espoir que la compréhension, l'empathie et le choix individuel peuvent, un jour, briser les cycles de haine et ouvrir la voie à un avenir meilleur. La discussion finale entre Eren et Armin, qui se déroule dans un espace onirique hors du temps, marque l'un des moments les plus intenses et controversés de toute la série. Beaucoup de spectateurs ont été surpris, voire déçus, par l'attitude d'Eren, le trouvant soudainement vulnérable, émotif, presque enfantin. Mais en réalité, cette scène ne fait que révéler la véritable nature d'Eren, une facette que l'on pouvait déjà percevoir tout au long de l'histoire, mais qui était souvent masquée par la violence de ses actes et la froideur de ses décisions. Depuis ses premiers pas dans l'histoire, Eren n'a jamais été ce leader charismatique et inébranlable à la Erwin Smith. Il n'a ni le charisme naturel, ni la capacité à manipuler les foules, ni la froideur stratégique d'un chef de guerre. Eren, c'est avant tout un adolescent ordinaire, un garçon qui a grandi dans la peur et la colère, et qui s'est vu confier un pouvoir démesuré, bien trop lourd pour ses épaules. Sa rage, sa tristesse, ses doutes, tout cela a toujours été présent, mais il a appris à les dissimuler derrière une façade de détermination, persuadé que c'était le seul moyen d'aller au bout de son plan. La douleur d'Eren est omniprésente dans cette scène. Il souffre de ne pas pouvoir être avec Mikasa, de ne jamais pouvoir goûter à la simplicité d'une vie normale, loin des conflits et des responsabilités écrasantes. Cette souffrance, il la porte depuis l'enfance, et elle s'est accentuée à mesure qu'il comprenait l'ampleur de son destin. Mais Eren n'est pas seulement une victime de son sort, il est aussi capable d'un égoïsme féroce, prêt à sacrifier le monde entier pour satisfaire ses propres désirs, tout en étant rongé par la culpabilité et le regret. Il souhaite sincèrement que Mikasa puisse être heureuse, même si cela signifie qu'elle doive l'oublier et refaire sa vie sans lui. Mais il ne peut s'empêcher de vouloir être celui qu'elle aime, celui qu'elle choisit. Cette scène, loin de trahir le personnage, est en réalité l'aboutissement de tout le travail de construction mené par Isayama depuis le début du manga. Eren n'a jamais été un héros parfait, ni même un anti-héros classique. Il est faillible, contradictoire, tiraillé entre ses idéaux et ses pulsions, entre son amour et sa haine, entre son désir de liberté et la fatalité de son destin. C'est cette complexité qui fait de lui un personnage aussi fascinant et humain. Beaucoup de spectateurs ont mal interprété cette scène, pensant qu'Eren s'effondre ou se contredit, qu'il renie tout ce qu'il a accompli jusque-là. Mais c'est justement cette vulnérabilité, ce mélange d'égoïsme, de douleur, d'amour et de haine qui fait la force du personnage. Eren n'est pas un surhomme, il n'est pas un monstre non plus. Il est un jeune homme dépassé par le poids de ses choix, qui tente désespérément de protéger ceux qu'il aime tout en étant prisonnier de ses propres contradictions. Cette humanité brute, imparfaite, est au cœur de la scène avec Armin. Eren se dévoile enfin, sans masque, sans justification, laissant éclater ses sentiments les plus profonds, ses regrets, ses peurs, ses désirs inavoués. C'est un moment de vérité où le personnage se met à nu, offrant au spectateur une compréhension totale de sa psychologie et de ses motivations. Les débats qui ont suivi la diffusion de cette scène témoignent de la puissance de l'écriture d'Isayama.
Certains y voient une faiblesse, d'autres une preuve de génie narratif. Mais tous s'accordent à dire que cette scène ne laisse personne indifférent, tant elle bouleverse les attentes et remet en question la notion même de héros dans la fiction. Isayama nous rappelle que la véritable force d'Eren ne réside pas dans ses pouvoirs titanesques, ni dans sa capacité à influencer le cours de l'histoire, mais dans sa faculté à ressentir, à aimer, à douter, à souffrir. C'est cette humanité, cette fragilité, qui fait de lui le personnage le plus marquant de Shingeki no Kyojin et qui donne à la scène avec Armin une puissance émotionnelle rare dans le manga moderne. Voilà pourquoi cette scène est essentielle, non seulement pour comprendre Eren, mais aussi pour saisir toute la portée de l'œuvre d'Isayama. Eren restera à jamais gravé dans la mémoire des spectateurs, non pas comme un héros invincible, mais comme un être humain, complexe, imparfait et profondément touchant. Depuis la publication du dernier chapitre de Shingeki no Kyojin, une question revient sans cesse dans la communauté. Hajime Isayama a-t-il vraiment changé la fin de son œuvre pour satisfaire les attentes des fans, ou la conclusion était-elle prévue dès le départ? Cette interrogation a alimenté de nombreux débats, certains affirmant que la pression populaire aurait poussé l'auteur à modifier ses plans initiaux. Pourtant, en examinant de près le processus créatif d'Isayama, on découvre des preuves substantielles qui montrent qu'il avait envisagé la conclusion de SNK dès les toutes premières étapes de la création. Dès ses débuts, Isayama a pris l'habitude de consigner ses idées dans des carnets, d'élaborer des storyboards détaillés et de réfléchir à la structure globale de son récit. Dans de nombreuses interviews, Isayama a expliqué qu'il avait la fin de l'histoire en tête depuis la création de SNK. Il a souvent insisté sur le fait qu'il n'avait jamais eu l'intention de la changer, même face à la pression des fans ou aux critiques parfois virulentes. Il a déclaré que, pour lui, la cohérence narrative primait sur la popularité ou la satisfaction immédiate du public. L'histoire de la création du manga, les premières ébauches retrouvées dans ses carnets, ainsi que les déclarations répétées de l'auteur, confirment cette intention. On retrouve dans ces documents des éléments clés de la conclusion, prouvant que la direction prise par l'histoire n'est pas le fruit du hasard ou d'une réaction tardive. Par exemple, Isayama a souvent mentionné que des éléments majeurs, comme la nature du pouvoir des titans, le destin d'Eren, ou encore la portée philosophique du récit, étaient déjà présents dans ses premières ébauches. Ces indices, disséminés tout au long de l'œuvre, témoignent d'une planification minutieuse. La direction tragique et philosophique de la fin, qui a tant divisé les lecteurs, n'est donc pas le résultat d'une improvisation ou d'un compromis. Isayama a expliqué qu'il avait longuement réfléchi à la portée de son message, à la complexité morale de ses personnages et à la façon dont il souhaitait conclure l'histoire, bien avant que le manga ne devienne un phénomène mondial. Les choix narratifs et les thèmes récurrents, tels que le cycle de la haine, la liberté et le poids du destin, sont présents dès les premiers chapitres et se retrouvent amplifiés dans la conclusion. Cette cohérence thématique prouve que l'auteur n'a pas simplement cherché à s'adapter aux attentes du public, mais à développer une vision profonde et personnelle. En fin de compte, la conclusion de SNK est le fruit d'une vision délibérée, mûrie au fil des années, et non d'une concession aux critiques ou aux désirs des fans. Isayama a assumé ses choix, même s'ils allaient à l'encontre des attentes d'une partie de la communauté. Malgré les critiques parfois virulentes sur les réseaux sociaux, Isayama est resté fidèle à sa vision, préférant se concentrer sur la cohérence de son récit plutôt que de céder à la pression extérieure. Cette attitude témoigne d'une grande intégrité artistique. Beaucoup ont interprété les excuses publiques d'Isayama lors d'interviews comme un aveu d'échec ou de regret concernant la fin. En réalité, il s'agissait d'une marque d'humilité profondément ancrée dans la culture japonaise. Isayama exprimait simplement le souhait d'avoir pu mieux faire dans l'exécution, non pas une remise en question de la qualité ou de la légitimité de la conclusion. Ce geste, loin d'être une autocritique, témoigne avant tout du respect d'Isayama envers ses lecteurs et de sa volonté constante de s'améliorer en tant qu'auteur. Il s'inscrit dans une tradition de modestie et d'écoute, mais ne remet pas en cause la cohérence et la force de sa vision artistique. Ainsi, la fin de Shingeki no Kyojin reste avant tout celle qu'Isayama avait imaginée depuis le début. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.